Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui ce master droit répressif économique qui constitue un parcours au sein de la mention droit pénal et sciences criminelles. Alors, il faut savoir d'abord que c'est un nouveau parcours qui n'existait pas jusqu'à présent et qui va ouvrir à partir de septembre. Nous avons fait le choix d'une ouverture échelonnée. Donc, en septembre 2023, l'ouverture du Master 1 en formation initiale avec une capacité d'accueil de 30 étudiants. Et ensuite, l'année suivante, donc septembre 2024, on ouvrira le Master 2 de manière mixte, c'est-à-dire avec un public mixte, à la fois qui peut être en formation initiale ou par apprentissage. C'est un point qui sera développé tout à l'heure par Madame de Nombel pour l'apprentissage. Donc, ça veut dire que là, à la rentrée de septembre 2023, on n'ouvre pas directement le Master 2. On va faire une ouverture échelonnée. On voudrait d'abord commencer par vous présenter les débouchés en fait, de ce nouveau parcours, puisque c'est pour cette raison qu'on a envisagé de le créer. Donc, bien sûr, les professions classiques, juridiques et judiciaires sont concernées. Vous pourrez, à l'issue de ce master, embrasser la carrière d'avocat, de magistrat, etc. Mais aussi, et c'est pour cette raison que nous avons voulu créer ce parcours, on peut envisager de rentrer dans un service juridique et contentieux d'administration publique. Donc là, la liste est assez longue, mais on peut citer de manière non exhaustive les douanes, l'inspection du travail, la DGCCRF, donc Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes, la Caisse des dépôts, Tracfin, qui est le service de lutte anti-blanchiment, l'Agence française anticorruption, etc., etc. Sont également concernés des services juridiques, des autorités publiques ou administratives indépendantes, autorités des marchés financiers, autorités de la concurrence, autorités de contrôle prudentiel et de résolution, haute autorité pour la transparence de la vie publique, et ainsi de suite. Dans le secteur plutôt privé, cette fois, sont envisageables des carrières dans les services juridiques, contentieux et d'audit des entreprises, comme les établissements financiers ou des compagnies d'assurance. Débouchés envisageables également des services juridiques des collectivités territoriales. Évidemment, pour ceux qui souhaiteraient continuer après leur Master 2, poursuivre un doctorat, c'est également possible donc de poursuivre dans l'enseignement et dans la recherche. Donc voilà pour les débouchés, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez dans la phase de questions. Peut-être le plus intéressant, ce que vous attendez tous, à savoir le contenu de la formation. Donc là, on va présenter semestre par semestre ce qui est envisagé. Donc là, pour le premier semestre du Master 1, on a, donc, comme c'est un parcours qui est situé au sein de la mention droit pénal et sciences criminelles, il y a un certain nombre de cours qui sont partagés avec les autres parcours de la mention. Alors, on a 2 unités d'enseignement obligatoires. D'abord, un cours qui est spécifique et qui ne sera suivi que par les étudiants du parcours droit répressif économique. C'est le cours droit pénal général et procédure pénale appliquée au droit économique. Donc, c'est un cours magistral de 35 heures assorti de 10 séances de TD. Ensuite, deuxième cours obligatoire, procédure pénale de droit commun. Là, c'est partagé avec les autres parcours de la mention. Même chose, 35 heures avec 10 séances de TD. Donc, ces 2 matières-là sont obligatoires. Ensuite, dans le bloc compétences complémentaires, on laisse aux étudiants la possibilité de choisir différentes matières. On offre le choix entre 5 matières. D'abord, droit commercial général et droit du travail et relations collectives. Ça, ces matières, ce sont des matières de L3 qui pourront être suivies par les étudiants qui ne les auraient pas suivies avant dans le cadre de leur L3. En revanche, si vous avez déjà suivi ces enseignements, il vous faudra choisir autre chose. Sont ensuite proposés donc des cours de droit bancaire, droit public de l'économie, ainsi que comptabilité des entreprises. Et puis, on a 10 séances de TD d'anglais qui sont obligatoires chaque semestre. S'agissant du deuxième semestre du Master 1, on retrouve un petit peu la même organisation, à savoir 2 matières obligatoires et ensuite des matières à choix. Pour les matières obligatoires, droit pénal spécial infraction contre les biens, qui est mutualisé
avec les autres parcours de la mention, donc 35 heures de cours et 10 séances de TD, et un cours de droit pénal des affaires, pareil, 35 heures de cours magistral et 10 séances de TD. Ensuite, pour les compétences complémentaires, on a 5 matières, vous devez en choisir 3, avec exactement la même logique que celle du premier semestre. Si jamais en licence 3, vous n'aviez pas suivi un cours de droit des affaires, droit des sociétés ou droit du travail, relations individuelles, on vous offre la possibilité de rattraper en quelque sorte ces cours alors même que vous êtes en Master 1. Et évidemment, nous nous sommes assurés de la compatibilité des emplois du temps pour que ce soit possible et qu'il n'y ait pas différents cours qui se chevauchent. Si jamais cela ne vous intéresse pas ou que vous avez déjà suivi ces enseignements, on vous propose droit des entreprises en difficulté, droit de la consommation ou droit des contrats publics. On va retrouver également les 10 séances de TD d'anglais. Alors, ce qu'on peut dire pour cette première année de master, c'est que c'est vraiment une année de familiarisation avec le droit répressif économique. Et là, vous allez avoir un certain nombre de cours qui vont être mutualisés avec d'autres parcours de la mention. En revanche, pour ce qui est du master 2, là, vous serez simplement en petite promotion. Donc, il y aura uniquement les étudiants du master droit répressif économique avec la possibilité de l'apprentissage qui vous sera expliqué tout à l'heure. Donc là, pour le premier semestre, on va vraiment, pour le deuxième semestre aussi d'ailleurs, on va vraiment approfondir en fait les différentes matières. Donc, droit répressif du travail, droit répressif commercial, droit répressif de la concurrence, de la consommation, des affaires publiques, du traitement informatisé de données, de la communication. On retrouve également des TD d'anglais. Et l'idée ici, à chaque fois, c'est d'avoir 2 profils d'intervenants pour chaque matière. Un intervenant plutôt universitaire, donc professeur ou maître de conférence comme vous avez l'habitude d'en avoir, mais aussi des professionnels. Donc, en fonction du secteur et de la discipline, ça peut être un avocat, un magistrat, quelqu'un qui travaille dans une administration concernée. Et l'objectif, c'est de permettre une confrontation, en quelque sorte, entre la théorie et la pratique. Vous avez ici, vous le voyez, une mieux professionnalisation des apprentis. Ça relève du régime de l'apprentissage, puisqu'on va organiser un suivi des étudiants qui sont en alternance. On pourra vous en reparler tout à l'heure. Pour ce qui est du deuxième semestre de Master 2, on continue le détail des différentes matières avec toujours cette logique de droit pénal des affaires privées ou publiques. Donc, différents enseignements de droit répressif boursier, de dispositifs anti-blanchiment et anti-corruption, droit répressif bancaire, fiscal, douanier, de l'environnement, droit des saisies et confiscations, toujours de l'anglais juridique parce que la matière s'y prête particulièrement, et puis des heures qui sont consacrées au suivi des apprentis. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un mémoire professionnel et une soutenance qui est liée au fait qu'à la fin de votre année d'apprentissage, vous devez restituer finalement ce que vous avez fait durant cette année. Alors, on va commencer à vous parler de l'apprentissage. Je vais couper mon micro et si j'arrive à faire la manipulation sur Zoom, laisser la parole à ma collègue qui est juste à côté de moi, même si vous ne le voyez pas à l'écran, donc Camille Denombel. Tu fais les slides. Oui. Bonjour à tous, merci Charlotte. Donc, je vais vous présenter le fonctionnement très brièvement de l'apprentissage. Ça sera une des spécificités. J'essaye de couper parce qu'on a un petit écho. Il faut que tu coupes le micro. Mais il est coupé. C'est le son. J'arrive pas à sortir. Donc, c'est une des spécificités du master droit répressif économique. Il faut que vous sachiez qu'en France, sur l'ensemble du territoire, il y a uniquement 2 autres masters en droit répressif économique ou droit pénal des affaires qui offrent une possibilité d'apprentissage. Donc, l'offre de formation sur ce plan est relativement restreinte. Et donc, le master de Bordeaux sera le 3e à offrir cette possibilité. Le choix qu'on a fait de proposer ce master en apprentissage, donc uniquement au M2, c'est un choix qui correspond, selon nous, à un plus pour vous,
parce que les avantages de l'apprentissage sont extrêmement flagrants pour des étudiants. D'abord, ça vous permet de bénéficier d'une double formation puisque vous recevrez une formation en entreprise auprès d'un maître d'apprentissage. Ça vous permettra d'acquérir le savoir-faire en entreprise et puis aussi ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire le bon comportement en entreprise, les bons réflexes. En parallèle, vous aurez une formation à l'université qui sera destinée à acquérir donc des connaissances très pointues dans le domaine du droit répressif économique. Le but à terme, c'est bien évidemment de maximiser vos chances d'insertion professionnelle, puisqu'il faut que vous sachiez que le taux d'insertion d'un apprenti au bout de 6 mois est de 90% pour le niveau qui est le vôtre, alors que ce taux d'insertion pour un étudiant en formation initiale est de 80%. Alors, 80%, c'est déjà très bien, mais 90%, c'est effectivement beaucoup plus satisfaisant. En ce qui concerne, et si on se place du côté de l'organisme d'accueil, les avantages sont également très importants et finalement, ils vont vous bénéficier aussi. C'est pour ça qu'on vous les présente ici. Quel est l'intérêt pour une entreprise, pour un organisme d'accueillir des apprentis? Plusieurs intérêts. D'abord, ça permet à l'organisme d'accueil, que ce soit une entreprise ou un établissement public, d'intégrer un étudiant sur du très long terme. Donc, ça lui permet de le former à la culture juridique de l'entreprise, de lui faire intégrer également les méthodes de travail de l'entreprise. Et puis aussi, parce que ça ne marche pas que dans un sens, ça vous permet à vous de procurer à l'organisme d'accueil vos compétences et votre dynamisme, puisque vous êtes jeune, plein d'idées, et ça, c'est un plus pour une entreprise. À plus long terme, pour l'entreprise, le but, ça peut être aussi de former des futurs collaborateurs et à l'issue de la période d'apprentissage, de les recruter en toute confiance. En réalité, l'entreprise, elle vous aura testé pendant 1 an. Elle aura vu quelles sont vos compétences, quelles sont vos capacités et à la fin de leur formation, elle peut vous recruter et c'est un recrutement qui, ça c'est très révélateur, qui se fait sans période d'essai pour une entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à la fin d'un contrat d'apprentissage effectivement une période d'essai comme vous pouvez trouver dans un autre contrat. Et puis enfin, et ce n'est pas négligeable bien évidemment, pour les organismes d'accueil, ça permet de bénéficier d'un système qui est financièrement très avantageux parce que, pour être clair, le recrutement d'un apprenti se fait quand même pour une entreprise à moindre coût. Ça ne lui coûte pas cher et c'est la raison pour laquelle l'apprentissage fonctionne actuellement très bien parce que les aides de l'État sont extrêmement importantes. Je répondrai à la petite question qui est posée sur l'apprentissage à la fin. En ce qui concerne les organismes d'accueil, donc les organismes susceptibles d'accueillir des apprentis, ce sont pour l'essentiel des entreprises du secteur privé, donc des cabinets d'avocats, de conseil, des grands groupes comme par exemple Total Energy, comme Air France, recrutent fréquemment dans leur service juridique des apprentis, des établissements bancaires, financiers et des compagnies d'assurance qui également recrutent assez régulièrement des apprentis. En parallèle, les établissements publics proposent également des contrats d'apprentissage. Donc, contrairement à l'impression que vous pourriez avoir, ça ne fonctionne pas uniquement dans le secteur privé. Le secteur public est poussé de plus en plus par l'État à accueillir des apprentis en son sein et ça peut être intéressant pour vous puisque effectivement il y a des grands organismes publics qui recrutent des juristes et des juristes spécialisés justement en droit répressif économique. Donc à la fois secteur privé, secteur public. J'essaie de changer. Voilà. Merci. Pour l'apprentissage, les lieux d'apprentissage. Alors, votre contrat d'apprentissage, vous pouvez le faire n'importe où en France. Ça peut être éventuellement en région bordelaise,
mais ça peut être ailleurs, notamment en région parisienne ou plus loin dans le Grand Est, etc. Parce que vous aurez en deuxième année de master un rythme d'apprentissage qui permet cette mobilité géographique. Vous aurez un mois de cours, donc un mois à l'université, un mois en entreprise. Donc vous avez la faculté de trouver des contrats d'apprentissage au-delà de la région bordelaise, ce qui maximise en quelque sorte vos chances d'en trouver. Par ailleurs, votre apprentissage peut également, si vous le souhaitez, se réaliser à l'étranger. C'est possible d'un point de vue juridique, mais vous le voyez avec quand même une durée minimale d'exécution du contrat d'apprentissage en France. Donc, ce n'est pas l'intégralité du contrat d'apprentissage à l'étranger, ça pourra être 6 mois, éventuellement, oui, 6 mois à peu près, avec 6 mois en France. La question qui se pose, bien évidemment, c'est comment trouver l'organisme d'accueil. C'est souvent une inquiétude de la part des étudiants. Alors, évidemment, vous pouvez trouver votre contrat d'apprentissage par vos propres moyens, par votre propre réseau, mais vous pourrez également bénéficier de l'accompagnement du CFA, c'est-à-dire le Centre de formation des apprentis. Ce centre de formation des apprentis vous accompagnera dans votre recherche de contrat d'apprentissage, puisqu'il propose tout à la fois des ateliers pour vous aider à rédiger vos lettres de motivation, à bien prospecter, donc définir ce qu'ils appellent un plan de prospect, c'est-à-dire cerner les entreprises auprès desquelles vous pouvez aller démarcher. Il vous entraîne également aux entretiens, puisque finalement un entretien pour un contrat d'apprentissage, pour décrocher un contrat d'apprentissage, ça n'est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche. Vous devrez vous vendre et leur vendre aussi les intérêts du contrat d'apprentissage pour eux, parce que ça marche ensemble. Cette recherche du contrat d'apprentissage, il faut la débuter le plus rapidement possible dès la première année de master. Et c'est précisément pour vous permettre de rechercher tranquillement, entre guillemets, votre contrat d'apprentissage que la première année de master n'est pas ouverte à l'apprentissage. Cette première année, elle est dédiée à la recherche d'un éventuel contrat d'apprentissage, si tel est votre choix. Parce que votre contrat d'apprentissage, si vous le signez, il va devoir débuter au plus tôt 3 mois avant le début du M2, au plus tard 3 mois après. Et ça, ces dates, ce ne sont pas des dates que nous fixons, ce sont des dates qui sont réglementaires, donc des dates auxquelles vous êtes tenus. Donc le contrat d'apprentissage est quand même, voilà, il y a un calendrier et un calendrier que vous devrez respecter. Sachant que la fin du contrat d'apprentissage, c'est au plus tard, votre contrat d'apprentissage doit se finir au plus tard 2 mois après la fin de la formation. Donc, vous pouvez avoir un contrat d'apprentissage qui va durer à peu près 1 an et demi, si tel est votre choix, ou en tout cas, si c'est ce que désire ou ce que propose l'organisme d'accueil. En ce qui concerne les droits, les obligations de l'apprenti, il faut que vous sachiez que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail avec quand même quelques aménagements, donc un contrat de travail de type particulier. C'est un contrat de travail, donc ça veut dire que l'apprenti va bénéficier, va se voir appliquer toutes les dispositions qui sont valables pour les autres salariés. Donc le temps de travail d'un apprenti et le temps de travail de n'importe quel salarié, 35 heures par semaine. L'apprenti, et c'est un des avantages, il ne faut pas se le cacher, l'apprenti reçoit une rémunération qui est calculée en fonction de son âge, en fonction de l'année d'apprentissage. Donc, vous le voyez, pour les chiffres qui vous intéressent, qui risquent de vous concerner, vous aurez plus de 20 ans. Donc, ça veut dire que la rémunération, c'est une rémunération brute. C'est 905 € pour les 21 à 25 ans et 1 700 € pour les plus de 26 ans. Bon, il y a d'autres avantages financiers pour les apprentis, mais je ne vais pas tous vous les détailler, ça serait sans doute bien trop long.
toujours parce que l'apprenti bénéficie d'un contrat de travail, il doit 35 heures de travail par semaine, mais il bénéficie des congés payés prévus par la loi, c'est-à-dire au minimum 5 semaines par an, pendant les périodes en entreprise, pas pendant les mois de formation à l'université. Donc, c'est bien les périodes en entreprise. Si l'entreprise propose plus de 5 semaines par an, l'apprenti en bénéficie. En plus, l'apprenti dispose également d'un congé payé supplémentaire qui est propre à l'apprentissage, qui est, vous le voyez, de 5 jours dans le mois qui précède un examen, qui est donc destiné à permettre une préparation à l'examen. En entreprise également, et c'est un droit, l'apprenti bénéficie du suivi d'un maître d'apprentissage. C'est extrêmement important. Ça veut dire que lorsque vous serez en apprentissage, vous ne serez pas livré à vous-même. Vous avez une personne qui est en quelque sorte votre référent au sein de l'entreprise, dont la mission est en quelque sorte triple. Son premier rôle, c'est de faciliter l'intégration de l'apprenti au sein de l'entreprise, donc de lui expliquer les règles de fonctionnement de l'entreprise, de lui expliquer également l'organisation de celle-ci pour que l'apprenti puisse être parfaitement intégré au sein de la structure d'accueil. Deuxième rôle, le maître d'apprentissage est là pour organiser le travail de l'apprenti sur son poste de travail, et enfin, il est là pour l'aider à s'évaluer, notamment à la fin de l'année, à faire le bilan des compétences qu'il a acquises au cours du contrat d'apprentissage. Donc, c'est un réel suivi. Encore une fois, vous ne serez pas livré à vous-même au sein de l'entreprise. Vous avez quelqu'un qui est là pour vous accompagner au sein de l'entreprise. L'apprenti, c'est un travailleur en quelque sorte, mais c'est aussi quand même malgré tout un étudiant. Donc, il bénéficie du statut d'étudiant et des avantages qui s'y rattachent. Étant étudiant, il a l'obligation de suivre la formation qui est dispensée à l'université, celle qui vous a été présentée par Madame Claverie avec la maquette du M2. Donc, sur son temps de travail, l'apprenti passe 25% au sein de l'université, ce qui représente 402 heures en tout. Ce volume de 402 heures, c'est un volume qui inclut donc les cours qui vous sont proposés dans le cadre du M2. Je dis cours, mais c'est cours et mise en pratique, c'est l'intégralité de la formation. Et puis, ça inclut aussi un suivi par un tuteur pédagogique, qui est donc un enseignant qui est là pour suivre plus spécifiquement les étudiants en apprentissage. Et ce tuteur pédagogique, il fait le lien avec le maître d'apprentissage. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, ça fonctionne en quelque sorte, c'est un trio, c'est une relation juridique triangulaire parce que vous avez l'apprenti, le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique qui fonctionnent ensemble. Est-ce que l'apprentissage est obligatoire pour vous si vous suivez le master? La réponse est non. Il n'est pas obligatoire. Il est vivement conseillé compte tenu des avantages qu'il présente pour les étudiants. Si jamais vous ne suivez pas le M2 en contrat d'apprentissage, vous suivez alors la formation qui est la formation classique, et l'apprentissage est en quelque sorte remplacé par un stage obligatoire en entreprise de 2 mois. Stage qui est suivi d'un rapport de stage et d'une soutenance de stage de la part de l'étudiant. Donc, dans ce cas-là, on reste sur une formation classique, ce qui veut dire en fait que si durant votre première année de master, vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage, ça ne met pas en péril, entre guillemets, le M2, vous le suivrez de la même manière, mais effectivement en formation classique. Alors, maintenant, pour ce qu'on attend de vous et nos critères de sélection au sein du master,
Donc, c'est un master qui est ouvert aux étudiants qui ont suivi une licence en droit. On n'est pas fermé à des profils un peu plus spécifiques, à des étudiants qui ont suivi, par exemple, une licence d'économie. On étudiera les cas particuliers. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de critères qui soient impératifs sur ce plan, même si plus naturellement, vous proviendrez et vous aurez eu une licence en droit. Nos attendus, ils sont assez classiques puisque c'est un master droit répressif économique. Il faut que vous ayez un bon bagage en droit pénal, ce qui implique d'avoir suivi les enseignements de droit pénal général en L2 pour ceux qui ont fait leur L2 à Bordeaux et enseignement de procédure pénale en L3. Ces enseignements, idéalement, on aimerait que vous les ayez suivis également en TD, mais là encore, ça n'est pas obligatoire. Des candidats, des étudiants qui n'ont pas pris la procédure pénale en TD seront les bienvenus au sein du master s'ils ont pris, par exemple, du droit du travail ou du droit commercial en TD à la place. C'est un profil qui nous intéresse aussi tout particulièrement. Au-delà du choix des matières que vous avez pu faire, il faut évidemment avoir une bonne capacité, une bonne aptitude au raisonnement juridique. Il faut maîtriser la méthodologie juridique des différents exercices, spécialement notamment des cas pratiques, et puis disposer d'un bon niveau d'expression écrite et d'expression orale, c'est-à-dire une bonne syntaxe et une bonne orthographe. En parallèle, une maîtrise de la langue anglaise est largement appréciée dans le secteur qui est le vôtre, prioritairement maîtrise de l'anglais, mais si jamais vous maîtrisez l'espagnol, l'allemand, le russe, vous êtes les bienvenus aussi, mais il faut maîtriser une langue étrangère. Voilà pour l'essentiel de ce qu'on souhaitait vous dire. Si vous avez des questions sur ce master, vous pouvez prendre la parole et les poser. Est-ce que certains d'entre vous ont des interrogations? Hugo a levé la main. Alors, Monsieur Germain ou Monsieur Hugo? Il faut brancher, je ne sais pas si votre micro, il faut brancher votre micro. Bonjour, je suis désolé, ça ramait un petit peu. J'ai juste une question, déjà je vous remercie, c'était très clair. Au niveau juste de l'apprentissage pour la deuxième année, vous avez parlé de la possibilité de partir à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que, admettons, je suis pris chez Total, comme vous en parliez, parce que c'est un exemple qui est aussi à l'international, je peux faire ça donc au sein du même contrat, mais si ce n'est pas possible, parce que mon entreprise n'est pas basée aussi à l'international, est-ce que je peux avoir deux contrats, un pour mes 6 mois en France et un pour mes X mois à l'étranger? Alors, c'est compliqué d'avoir deux contrats parce qu'il y a une période minimale du contrat d'apprentissage. Il faut que je regarde, mais je pense que vous risquez d'avoir un peu de mal sur ce point-là. Et en plus, ça va compliquer aussi un peu les formalités et le suivi. Et aussi sur le coût du contrat. Et sur le coût du contrat, ouais. Okay. Donc, c'est sans doute pas le plus simple. Alors, il y a une durée de 6 mois minimum pour le contrat d'apprentissage. Donc, on pourrait envisager deux contrats de 6 mois. Sauf qu'il faudra dans ce cas-là vérifier pour les 6 mois minimum en France comment ça va s'organiser. Sur ce point, il faut qu'on regarde notamment sur la question du coût du contrat et des formalités. C'est ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, on n'utilise qu'un seul. Oui, je vous entends super bien. D'accord. En fait, il y a une question. Alors, on vous a épargné un certain nombre de détails sur le coût du contrat, parce qu'en fait, le contrat d'apprentissage coûte environ 7 000 ou 7 500 € à votre organisme d'accueil. Selon qu'il s'agit d'une personne morale de droit privé ou d'une collectivité locale, etc., il y a différentes modalités pour le paiement à l'université. Enfin, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que si vous avez deux organismes d'accueil,
se pose la question de qui va payer justement ces 7 000 euros. Donc, idéalement, dans l'exemple que vous mentionniez, sur Total, si c'est un seul organisme d'accueil qui a une branche ou une filiale en France et l'autre à l'étranger, c'est vrai que ça simplifie. Voilà. Après, comme c'est un cas un peu particulier, si vous voulez, on pourra en reparler. Nous, on va faire des recherches complémentaires pour vous répondre plus précisément. Voilà. Le plus simple, c'est un stage à l'étranger en parallèle et un contrat d'alternance en France classique. Voilà, alors, ça paraît difficile durant la même année de faire à la fois les enseignements, le stage et le contrat d'apprentissage, parce qu'en fait, le contrat d'apprentissage, comme c'est un contrat de travail, je ne suis pas sûre que vous puissiez faire à côté un stage. Plutôt du coup un stage en M1 potentiellement, comme ça on fait une expérience. Okay, en parallèle, c'est compliqué et il faut vous positionner du côté de l'entreprise d'accueil. Cette entreprise, son intérêt, c'est quand même de vous avoir une période qui est longue. Et pas uniquement pour 6 mois. Parce que vous ne serez véritablement opérationnel pour l'entreprise qu'après une certaine durée. Donc, son intérêt, ça n'est pas forcément de vous prendre pour 6 mois uniquement. Okay. Donc, plus voir pour un stage en amont. Une plus longue période. Donc, c'est vrai que l'idéal, si vous voulez partir à l'étranger, c'est d'avoir une entreprise qui a des filiales à l'étranger, basée en France avec des filiales à l'étranger, par exemple. Super. Ça sera le plus simple. Merci pour vos réponses, en tout cas. Merci, monsieur, de votre question. Alors, au-delà de... alors, il y a des questions dans le chat. On va remonter dans le chat. Oui. Est-ce que d'abord, à l'oral, il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, j'aurais plusieurs questions. Du coup, je voulais savoir quelles sont les notes que vous regardez en priorité sur le dossier. Alors, comme tu veux. Alors, les notes que l'on regarde en priorité. Il y a des... alors, on va regarder effectivement les notes que vous avez eues sur les années, donc les mentions, et après, si votre question concerne les matières qui nous intéressent le plus, compte tenu du master, ce qu'on va regarder, ce sont les notes obtenues dans les matières de pénal. Alors, vous n'aurez pas votre note de procédure pénale, j'entends bien, mais vous avez eu, si vous avez suivi le pénal à Bordeaux, on va regarder votre note de droit pénal général en L2, et puis on regardera les notes obtenues également, par exemple en droit du travail ou en droit commercial, si vous avez fait le choix de ces matières ATD. Voilà. Ce sont principalement les matières qui nous intéressent. En fait, toutes les matières qui touchent à l'entreprise, au droit des affaires au sens très large, et les matières qui touchent au droit pénal. Parce que personnellement, au premier semestre, j'avais droit commercial et droit du travail, mais sans TD, parce que ma matière ATD, c'était procédure civile. Du coup, je ne sais pas si ça pose un souci ou pas. Non, ça ne pose pas un souci. On ne peut pas vous demander d'avoir à la fois, et le mettre en critère absolu, d'avoir à la fois fait en TD du droit pénal et en TD du droit commercial, c'est-à-dire du droit de l'entreprise, parce que ça englobe tout. Si vous présentez toutes ces qualités, c'est merveilleux, mais on ne peut pas attendre cela de vous et le poser en critère absolu. Donc, des étudiants qui n'ont pas fait, par exemple, du droit commercial, du droit du travail en TD, ça n'est pas grave. C'est déjà un plus pour votre dossier que vous l'ayez dans les petites matières, entre guillemets, puisque ça vous donne un profil qui, pour nous, est relativement complet par rapport à ce qu'on cherche. Donc, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Aucune inquiétude. Voilà, sur le choix, en tout cas, des matières dont vous parlez. Je me demandais également ce que vous attendez qu'on mette spécifiquement dans notre lettre de motivation. Ce qu'on attend dans une lettre de motivation, c'est que vous nous expliquiez en fait tout simplement pourquoi vous candidatez. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez sans doute pris connaissance du fonctionnement de la nouvelle plateforme Mon Master. Les étudiants peuvent formuler 15 vœux, sachant que ce sont des vœux par mention.
Donc, par exemple, dans la mention droit pénal, il y a déjà 5 ou 6 parcours. Donc, potentiellement, vous allez faire 70 vœux. Oui. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est passer du temps sur des dossiers qui nous semblent intéressants si vraiment les étudiants sont motivés. Parce que si on perd notre temps, alors ça peut se comprendre, hein, les étudiants, vous maximisez vos chances, vous candidatez à tout. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des étudiants motivés. Donc, voir si vous avez fait l'effort dans votre lettre de motivation de déjà prendre connaissance du contenu de la formation, voir si c'est adapté à la fois à votre parcours antérieur et à la fois à votre projet professionnel. Donc, en fait, nous expliquer pourquoi est-ce que ce serait utile pour vous de suivre cette formation par rapport à votre projet professionnel. Voilà. Et puis, ça nous permet aussi de la lettre de motivation, ça permet aussi de voir si l'étudiant s'exprime bien en français, enfin des choses assez classiques en fait. Si déjà c'est bourré de fautes, ça ne va pas forcément faire bonne impression. Bien sûr. Et est-ce que si on a eu par exemple des notes mauvaises, on va dire, en droit civil par exemple, il faut le justifier dans notre lettre de motivation? Alors, on va, comme vous l'a dit tout à l'heure, Madame de Nombel, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi, enfin, on regarde déjà le niveau général. Oui. Si jamais vous vous sentez un peu gêné d'avoir eu une certaine note dans une matière, libre à vous de l'expliquer en fait dans votre lettre de motivation. D'accord. Si vraiment il y a des circonstances particulières, voilà, vous pouvez le faire. Après, en l'occurrence, si c'est du droit civil, par exemple, nous, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Alors peut-être que effectivement sur le droit civil, nous, ce qui nous intéresserait le plus, ça peut être le droit des sûretés, par exemple, parce qu'il y a quand même un lien avec l'entreprise, donc avec le droit des affaires, etc. Mais voilà. D'accord. Et juste dernière question, est-ce que la réunion elle va être repostée sur le site de la fac? Pas du tout. Oui, c'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour toutes les présentations des masters qui sont faites par les responsables pédagogiques au niveau de la faculté de droit. C'est le service de communication de la faculté qui se charge de la centralisation et de la retransmission. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Alors, il y a Augustin Combé qui lève la main. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Oui, j'aimerais revenir un peu sur la lettre de motivation. Et je voudrais bien aussi demander si on doit, par exemple, développer dans la lettre de motivation les notes contenues dans un ancien diplôme, par exemple, parce que j'avais déjà une licence mention profession judiciaire chez mon pays. S'il faudrait mentionner, par exemple, les notes que j'ai même eu à faire le droit pénal des affaires et le droit pénal spécial. Alors, je pense que dans votre lettre de motivation, en fait, il faut que vous nous fournissiez les éléments qui sont effectivement importants pour nous. Ce qui est important pour nous, on l'a dit, en termes de matière, c'est que vous soyez un bon pénaliste. Donc, si vous avez obtenu des notes particulièrement bonnes en droit pénal, vous pouvez en faire mention dans votre lettre de motivation, parce que ça permet, la lettre de motivation, ça permet aussi de faire ressortir ce qui, dans votre dossier étudiant, est une qualité. Donc, énoncer clairement dans votre lettre de motivation les mentions que vous avez obtenues, les bonnes notes que vous avez obtenues en pénal ou, encore une fois, en droit commercial ou droit des affaires, vous l'indiquez. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre interrogation? Est-ce que c'était Oui, donc la même réponse va s'appliquer aux stages et aux attestations de stage, par exemple? Oui. Si vous avez fait des stages, il est important, des stages en entreprise, dans le domaine juridique, il est important d'en faire mention dans votre lettre de motivation et d'indiquer aussi, non pas uniquement citer le stage, mais préciser en quelques mots en quoi il a consisté, ce que vous avez fait. Parce que nous dire que vous avez fait un stage, par exemple, au service juridique de telle grosse boîte,
c'est intéressant, mais nous dire peut-être en 2 mots en quoi a consisté ce stage, quelles sont les tâches que vous avez accomplies, ça peut être intéressant si vous avez participé à la rédaction de contrats, enfin voilà, ou plutôt au traitement du contentieux. Ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Donc voilà, dans votre lettre de motivation, vous devez faire ressortir toutes les qualités que présente votre dossier. D'accord, madame. Et Merci à mon beaucoup. sens, plus insister sur les qualités que sur les défauts. Oui. Voilà. J'avais juste, moi, une question à vous poser, monsieur, parce que vous avez indiqué que vous avez suivi vos études, enfin, une partie de vos études à l'étranger. Alors, ça pose pas de problème, simplement, nous, dans les indications qu'on a reçues, il y a 2 types de candidatures. Il y a les étudiants qui passent par la plateforme Mon Master et d'autres qui relèvent du programme Études en France. Vous êtes, parce que nous, on va s'occuper que des candidatures qui passent par Mon Master. C'est bien votre cas? Je dirais bien que je reprends la L3 ici. Donc, je suis un étudiant international. Oui, mais vous avez une partie de vous avez fait une partie de vos études en France ensuite. Oui. D'accord, ok, donc c'est bon. C'était pour vérifier parce que quand on est sur le programme études en France, le circuit est un petit peu différent, c'est pour ça. Donc il n'y a pas de problème. D'accord, madame. On vous laisse couper votre micro, Augustin Tombé. Alors, je reprends peut-être un peu dans l'ordre les questions que vous avez posées. J'espère n'en oublier aucune. Il y en a certaines auxquelles on a répondu un peu indirectement, notamment sur les matières. Donc, pour ceux qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas suivi ou pas pu suivre la procédure pénale en TD, non, ça n'est pas un critère qui nous amènera à écarter votre dossier. En revanche, dans les matières que nous regardons, pour lesquelles nous regardons les notes, on ne prendra en compte que les matières qui touchent soit au droit pénal, soit alors au droit commercial, droit du travail, en tout cas, droit ayant un lien avec l'entreprise. Donc, les notes de liberté fondamentale, non, on ne les considérera pas spécifiquement. Elles seront prises en compte de manière indirecte parce que, en revanche, ça compte sur l'évaluation globale ou l'évaluation générale de votre niveau à travers les mentions que vous avez eues, que vous allez énoncer dans votre dossier et à travers le classement que vous avez eu. Donc, ça, c'est pris en compte de manière indirecte pour l'appréciation du niveau général de votre dossier, mais on ne les regardera pas de manière spécifique. Même chose pour la note de procédure civile, on ne la prendra pas en compte, ou en tout cas, on n'ira pas la regarder de manière particulière. Il y a une question sur les langues étrangères de Jessica. Oui, tu veux répondre? Je réponds. Est-ce que nous pouvons mettre en avant une langue étrangère parlée couramment, même sans certification? Oui, vous pouvez l'indiquer dans votre... donc j'imagine que c'est une langue autre que l'anglais, puisque pour l'anglais, sauf erreur de ma part, vous avez forcément la certification LinguaSkill. Vous pouvez l'indiquer dans votre lettre de motivation. Après, pourquoi est-ce qu'on s'est concentré sur l'anglais? Parce que, à tort ou à raison, c'est quand même la langue des affaires. Alors, on aurait pu mettre aussi le mandarin, par exemple, mais bon, étant européen, on a plutôt mis l'anglais. Mais oui, vous pouvez le mettre en évidence. Après, on ne vous cache pas que la langue étrangère, ça reste un plus, c'est-à-dire que ce serait pour départager 2 dossiers équivalents avec un niveau académique sur les matières juridiques équivalent. Sur les extérieurs, est-ce que le fait de venir d'une faculté extérieure serait désavantageux? Non. Non, pour les extérieurs, la crainte que chaque responsable de diplôme peut avoir, c'est que l'étudiant candidate ne vienne pas. Donc, si on sélectionne 30 candidats extérieurs et qu'à la fin, il n'y en a aucun qui vienne, c'est vrai qu'au niveau de la gestion des listes d'attente, etc., c'est un peu compliqué. Mais si vous nous expliquez dans votre lettre de motivation que vous êtes très motivé, etc., non, on n'a pas de discrimination à l'encontre des étudiants qui n'auraient pas suivi leur licence à Bordeaux. Alors, est-ce que nous devons fournir dans notre certificat LinguaSkill? Non. Nous, on va pas le demander.
C'est en pièces facultatives, je crois. Non, je crois même pas. Je ne sais plus. Non. Est-ce que nous devons également donner dans notre lettre de motivation, notre rang en L1 et L2? Si votre rang est suffisamment bon pour être mentionné, oui, vous pouvez le mettre en évidence. Si vous êtes, par exemple, dans les 10 premiers, les 10%, pas les 10 premiers, Les 10 premiers. non, dans les 10% les meilleurs de votre promo. Donc, par exemple, si vous avez sur 1000 étudiants, si vous êtes dans les 100 premiers, donc les 10 premiers pourcents, ça peut avoir un intérêt de le dire. Voilà. Après, si vous êtes plutôt en queue de peloton, ne dites rien. Je crois qu'on est à peu près à jour sur les messages du chat. N'hésitez pas à poser d'autres questions, hein. C'est le moment. Vous pouvez soit lever la main, soit rajouter des messages dans la messagerie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne année, là. C'est bon? Monte le son un petit peu. Oui. En fait, j'ai une question, en fait. Oui, on vous écoute, monsieur. En fait, je demandais, par exemple, si on a reçu la L2 parce qu'on faisait la L2 dans un autre pays étranger. En venant ici, on était obligé de reprendre la L2 pour pouvoir être à jour. Est-ce qu'on devait mentionner ça sur la lettre de motivation, en fait? Le fait que vous ayez en quelque sorte redoublé, je mets des guillemets, la L2 parce que comme vous venez d'un pays étranger, vous avez été obligé de répéter votre deuxième année, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Oui, vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer dans votre lettre de motivation. Dire que vous n'avez pas eu l'équivalence et qu'on vous a obligé de recommencer en L2. Ça, vous pouvez l'indiquer si vous voulez. Ok, c'est bon, merci. Merci. Il y a Valentin Beaufils, vous avez levé la main. Vous pouvez prendre la parole, monsieur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. J'essaie de mettre la vidéo. Ah, si, c'est bon. Oui, moi j'avais une question par rapport à la plaquette. Donc, puisqu'il y a des matières qu'on ne peut pas prendre, c'est ça, si on les a suivies en troisième année de licence. Oui. Donc, ça veut dire que, en fait, si j'ai retenu, il y a 5 choix de matières complémentaires. Et si on a suivi les 2 matières qui potentiellement sont aussi en L3, on n'a pas le choix des matières finalement, puisque ce sont les trois autres. Ok. C'est un peu ça. Mais ça vous donnera une vision aussi, parce que vous pouvez vous interroger sur la pertinence ou sur l'attrait de certaines des matières, mais les matières de droit public, ce sont par exemple des matières qui sont importantes, notamment quand vous avez droit des marchés publics. Ça, c'est quelque chose qui intéresse bien au-delà des publicistes. Donc, ça peut présenter un intérêt pour vous, même si vous êtes privatiste, ne vous dites pas moi, le droit public ne m'intéresse pas parce que je n'irai pas travailler dans un organisme public. D'accord. Donc, mais effectivement, votre choix sera limité pour ne pas dire inexistant. Oui, alors si on voit le verre à moitié plein, ça veut dire que vous cochez potentiellement toutes les cases pour intégrer aussi la formation, puisque vous avez à la fois du pénal et aussi suivi du travail commercial, etc. Donc finalement, vous avez déjà un bon bagage pour suivre efficacement la formation. Et puis c'est vrai que dans le cours de droit pénal des affaires de Master 1, sur tout ce qui est, par exemple, les infractions les atteintes à la probité, il y a des connaissances nécessaires en droit public, droit de la commande publique, etc. C'est vraiment les affaires privées et les affaires publiques aussi. D'accord. Ah ouais. Non, c'était plus la comptabilité qui m'inquiétait que le public. Et oui, mais alors, en fait, il faut pas vous inquiéter. Ce sera de la comptabilité, entre guillemets, pour les nuls. C'est-à-dire, c'est le niveau 1 de la comptabilité. C'est une initiation, en fait, parce que ça n'a pas de sens de faire du droit des affaires sans avoir un minimum de bagages et de connaissances sur lire un bilan comptable, etc. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous intéressez au délit d'abus de biens sociaux, comment vous faites pour savoir s'il y a un délit d'abus de biens sociaux si on vous fournit des documents et que vous n'êtes pas capable de les lire, en fait, tout simplement. Mais rassurez-vous, on n'a pas de prérequis, donc ce sera vraiment une initiation. Oui. C'est un cours qui est propre au master. Donc, ça n'est pas un cours qui est mutualisé avec des licences 3 d'économie, par exemple.
Et vous observerez aussi que c'est un cours dont le volume horaire est plus réduit que celui qui est attribué aux matières juridiques, parce que précisément, on sait bien que c'est un cours qui n'est pas peut-être naturel, en tout cas, voilà, la maîtrise ne sera pas forcément la plus évidente pour des étudiants qui sont des étudiants en droit. Donc, c'est un cours qui sera adapté à votre niveau faible en comptabilité. Bon, voilà. Ça va alors. Et j'avais juste une dernière question, parce que au niveau des débouchés, vous avez commencé par parler, évoquer le fait que ça pouvait permettre ensuite d'aller vers des carrières juridiques ou judiciaires, parce que c'est quand même un master qui va reprendre globalement les matières qu'on va retrouver dans les concours. Par exemple, le CRFPA ou des concours comme ça va permettre de s'y préparer. Ou, quand même bien ou... Alors, ça vous permettra de vous y préparer bien. Il y a peut-être une matière qui n'est pas proposée dans le cadre du master parce que ça ne correspond pas et qui est au programme de l'examen d'avocat, c'est le droit civil. Donc, vous aurez quand même cette matière-là. Si votre souhait est d'aller vers l'examen d'avocat, vous aurez cette matière peut-être à réviser par vous-même, en tout cas pour les parties qui n'ont pas été révisées lors des années antérieures. D'accord. Mais pour le reste, en termes de niveau, en termes d'exigence, en termes de méthodologie, oui, ça vous y préparera. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on a eu un certain nombre de questions dans le... Vous pouvez baisser vos mains ensuite si on a répondu à vos questions. Alors, on va les reprendre. Je crois qu'il y a monsieur... oui, monsieur Conté, vous expliquez-nous. Alors, j'ai une autre question en fait. Oui. Actuellement, je suis à l'université Sorbonne-Paris Nord, à Villeneuve. Ici, on a passé la matière de procédure pénale en fait l'année dernière. Et on l'a passé aussi en licence 3. Je demandais si c'est grave, mais ça va. Donc, si on a bien compris, vous êtes à Paris 13, Villetaneuse, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et dans votre formation, vous n'avez pas eu de cours de procédure pénale? Oui, c'est ça. D'accord. Bah, ça reprend ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas rédhibitoire. C'est sûr que c'est mieux de l'avoir fait, mais c'est pas rédhibitoire si vous compensez par autre chose. Si vous avez suivi du droit pénal général en L2 et si ensuite vous avez... Et puis, ça impliquera aussi de votre part, si vous n'avez pas suivi un premier enseignement de L3, de vous mettre à jour par vous-même sur ce cours, parce que le cours de L3 qui est proposé dans le cadre du Master 1, c'est un cours qui est la suite du cours que nous, on dispense en L3. Donc, ça veut dire que pour la partie cours que vous n'avez pas suivie, il va falloir vous mettre à jour par vous-même et acquérir les connaissances correspondantes pour pouvoir suivre ensuite, dans de bonnes conditions, le cours de M1. En plus, j'ai une autre question. Oui. Concernant la lettre de motivation, parce que si on doit écrire notre motivation, toutes les choses qu'on doit mettre dans la lettre de motivation, est-ce que le fait que ça doit occuper 2 pages, c'est pas grave ou bien ça va? Votre question, elle porte sur la longueur de la lettre, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Alors, pas trop long non plus. Si ça tient une page, 2 maximum. Ok, 2 maximum. Ouais, vraiment maximum, ouais. Ok, c'est bon. Merci. D'accord, merci. Alors après, on a des questions. Il y a celle de Madame Gibson. Oui, alors, est-ce possible de faire une formation d'apprentissage en juridiction, notamment en GIRS au parquet? Alors, il n'y a pas, je ne crois pas, non? Je ne sais pas, parce que c'est tout secteur public. Alors, il y a des règles particulières, effectivement, sur les organismes d'accueil. C'est possible d'en faire dans l'administration au sens large, les collectivités territoriales et les administrations centrales. C'est vrai que pour la justice, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on vérifie.
Je suis sûre que si c'est possible, les règles de prise en charge, en fait, de paiement sont différentes. Et je ne suis pas sûre, en fait, que le ministère de la Justice ait les moyens, pour être franche, de payer des contrats d'apprentissage. Mais si vous voulez, on va faire des recherches complémentaires pour vous répondre de manière plus précise. Alors, ça aurait effectivement un sens de le faire. On n'est pas complètement sûr. On va revenir vers vous à ce sujet. Alors, je remonte un peu dans le fil des questions. Donc, LinguaSkill, on a dit non. Laurent, là. Est-ce qu'il y a une moyenne rédhibitoire pour être accepté? Qu'est-ce qu'un bon dossier? Alors, en fait, pour être complètement transparent avec vous, à ce stade, et comme c'est la première année pour laquelle la formation va ouvrir, on n'a aucune idée du nombre de candidatures qu'on va recevoir. Donc, en fait, c'est difficile de vous répondre puisque tout est relatif. Selon qu'on a 100 candidatures ou 1000 candidatures, forcément, le niveau, sachant qu'on a toujours 30 places, le niveau d'exigence ne va pas être le même. Donc, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous donner davantage de précision. Ça dépend vraiment de la tension qu'il va y avoir. Alors, tu as trouvé? En tout cas, je n'ai pas trouvé. On continue les recherches sur l'apprentissage en juridiction. La Cour d'appel de Versailles dit comment devenir apprenti. Alors, la Cour d'appel de Versailles apparemment dit comment devenir apprenti, mais on continue de creuser. Alors, Inès, est-ce qu'il existe une plaquette de la formation? Alors oui, bien sûr, il existe une plaquette, c'est celle qu'on vous a présentée. Normalement, elle va être actualisée sur le site internet de la faculté de droit de Bordeaux prochainement, si ce n'est pas le cas. Quels sont les métiers spécifiquement qui sont accessibles dans le domaine de l'assurance? Le service contentieux. Pour les métiers de l'assurance, c'est plutôt dans les services contentieux, en fait. Après, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux répondre à ça. Oui, pour les métiers d'assurance, effectivement, ce sont les services contentieux qui, pour l'essentiel, recrutent des juristes qui ont fait du droit pénal, des affaires au droit répressif économique, notamment pour tout ce qui est suivi des dossiers de déclaration de sinistre. Il y a beaucoup de contentieux qui concernent les fausses déclarations auprès des assurances et donc les poursuites pénales sur lesquelles ça peut déboucher. Voilà, donc ce sont principalement, mais comme souvent dans les organismes qu'on vous a cités, bien souvent ce sont des services contentieux parce que la violation des règles, en tout cas de certaines des règles, il y en a beaucoup qui correspondent à des infractions pénales. Donc les services contentieux traitent pour beaucoup un volant pénal, un volant répressif au sens large. Alors, je ne sais pas si c'était votre question, si j'y ai répondu, mais voilà, pour l'essentiel, si vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas. Ensuite, il y avait Inès qui dit « Je suis à la fac de Bordeaux, je me demande si c'est suffisant de prendre procédure pénale en matière complémentaire ou en matière fondamentale. » Je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. C'est suffisant. Si vous avez un bon dossier, on ne vous fera pas grief. Voilà. Vous pouvez l'avoir choisi en matière complémentaire si votre dossier général, votre niveau général est pleinement satisfaisant. Il y a une dernière question de Thomas Béal. Est-ce que vous privilégiez les étudiants bordelais dans le recrutement? Là aussi, on a un peu répondu. Oui, là aussi, on a un peu répondu. Comme tous les responsables de parcours, ce que l'on craint, c'est un afflux important de candidatures, y compris un peu fantaisistes. Surtout avec les nouvelles règles qui vous permettent de formuler beaucoup de vœux. Donc, notre objectif, ça va être quand même aussi de choisir des dossiers en fonction de leur niveau et en fonction de la motivation que vous montrez. Voilà. Et notre objectif, ça va être effectivement de choisir plutôt des dossiers de personnes qui viendront effectivement dans le cadre du master. Donc, en fait, pour vous répondre, on ne discrimine pas les étudiants extérieurs.
à condition qu'ils nous indiquent vraiment qu'ils sont motivés pour venir et que ce n'est pas une candidature parmi tant d'autres. En fait, les statistiques, alors sur d'autres diplômes que le nôtre, puisque par définition, on n'a pas de recul, montrent qu'en général, les étudiants bordelais, s'ils sont pris dans une poursuite d'études de master à Bordeaux, ils viennent. Donc, c'est vrai que ça permet de remplir facilement la capacité d'accueil. Après, encore une fois, ça va être la première année avec cette plateforme, donc on n'a pas suffisamment encore d'éléments. Mais notre souci de sélectionner des dossiers de personnes qui donneront suite à la proposition qu'on va leur faire s'applique d'ailleurs également pour les étudiants bordelais. Si on reçoit un dossier et qu'on a le sentiment à la lecture de la lettre de motivation que l'étudiant a marqué qu'il souhaitait éventuellement intégrer ce master, mais que ça ne se ressent pas, en tout cas on ne ressent pas une motivation particulière à la lecture de sa lettre, cet étudiant, quand bien même il est issu de l'université de Bordeaux, on ne le retiendra peut-être pas. Donc, il faut surtout, quelle que soit votre origine géographique, que vous montriez votre réel désir d'intégrer le master et la cohérence de ce choix-là avec votre objectif professionnel et avec ce que vous avez fait jusque-là. Voilà. Alors, il y avait une dernière question de Zoé. Comment justifier que nous avons choisi procédure pénale en TD au deuxième semestre de L3 parce que vous n'aurez pas accès à ce semestre? Oui, effectivement, en raison du calendrier, on ne peut pas se baser sur les notes obtenues au semestre 6. Après, dans la plateforme, en général, tout fonctionne. Alors, il y a des documents que vous devez produire, mais après, ça fonctionne aussi sur du déclaratif. Donc, vous vous engagez en quelque sorte à ne pas donner des fausses informations. Si c'était donc, on ne va pas aller vérifier individuellement dans tous les dossiers qu'on va recevoir si les déclarations faites par les étudiants sont exactes. On pourrait le faire de manière complètement aléatoire si on avait un doute sur un élément. Voilà, on compte sur la bonne foi de l'étudiant et sur le fait que faire une fausse déclaration dans une demande de candidature, ça constitue à minima une faute disciplinaire qui peut entraîner des poursuites de l'étudiant devant la commission de discipline, voire une infraction pénale. Donc, on compte sur la bonne foi des étudiants. Je parle en qualité de présidente de la commission de discipline. Si je comprends bien, nous devons dire que nous avons pris cette matière dans notre lettre de motivation. Alors, oui et non, parce que justement, dans le paramétrage de la plateforme, vous aurez, en plus des documents à produire sur les relevés de notes, etc., un certain nombre de champs à remplir. On va poser des questions et il va y avoir une question. Est-ce que vous avez choisi la procédure pénale? Et vous devrez écrire oui ou non. Donc, à ce moment-là, ce sera... nous, on pourra avoir cette information et vous, il vous suffit de répondre en fait à la question. Donc, pour répondre à la question qui nous avait été posée précédemment sur la possibilité de faire un contrat d'apprentissage en juridiction, donc la réponse est oui. Et vous avez... alors, attendez. Alors là, c'est propre à une cour d'appel, mais vous avez effectivement des cours d'appel qui proposent des contrats d'apprentissage. Donc, c'est une possibilité. Après, il faut avoir conscience du fait que ça dépend aussi du chef de la juridiction parce que forcément, compte tenu de la discrétion qu'implique le travail en juridiction, chaque chef de juridiction fait son choix. Mais donc, la Cour d'appel de Versailles, par exemple, choisit et propose des contrats en apprentissage. Et alors, il y a cet aspect, évidemment, qui est lié au secret professionnel. Et désolée d'être terre à terre, mais il y a aussi l'aspect financier. Puisque, comme on vous l'a dit, ça ne concerne pas l'étudiant apprenti, mais du point de vue de l'organisme d'accueil, il y a 7 000 ou 7 500 € à débourser pour la formation à l'apprentissage qui vont aller dans les caisses de l'université. Donc, ça suppose
que la juridiction, la Cour d'appel de Bordeaux par exemple, accepte de verser cette somme pour un apprenti à l'université de Bordeaux. Donc, voilà, c'est pas impossible, mais... Ça peut être moins, puisqu'il y a oui, ça peut être moins, il y a une possibilité de négociation. Oui, voilà. Mais bon, donc, il y a quand même cet enjeu financier. C'est-à-dire que autant quand votre organisme d'accueil va être une personne morale de droit privé, depuis une société, par exemple, il y a l'OPCO, l'opérateur de compétences, qui va en général prendre en charge parce que l'entreprise contribue à travers la taxe d'apprentissage, autant pour les administrations françaises et le ministère de la Justice, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais il y a cet aspect financier qui n'est pas négligeable. Donc, c'est à vous de voir, en fait, regardez sur Internet si vous voyez certaines cours d'appel qui proposent des offres d'apprentissage. Oui, je peux vous donner le lien. On va vous mettre le lien dans le... C'était la cour d'appel de Versailles. Allez regarder sur la page web de la cour d'appel de Versailles. En l'occurrence, il y a et il renvoie sur un autre site pour les offres d'apprentissage. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou indiquer votre question dans le chat. Je crois qu'on a fait le tour.